Bien. Écoutez, voilà. Comme à notre habitude maintenant, on se retrouve le vendredi matin pour un nouveau webinaire organisé par l'Institut Numétis. On va commencer déjà par vous remercier de répondre présent, hein, et d'être de plus en plus nombreux. On est vraiment ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, le thème qu'on vous propose est le Covid-19 questionne notre avenir. Quelle transformation pour quelle transmission? Alors, pour intervenir sur ce sujet, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, directeur de l'Institut Numétis et puis concepteur et développeur de l'HTSMA. Et puis, bien sûr, aussi le docteur Julien Bedbez, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute et spécialiste des approches narratives. Voilà, alors avant de leur laisser la parole pour leurs interventions, leurs échanges, comme d'habitude, on va faire en deux temps. Il y aura d'abord un temps d'échange et puis ensuite, il y aura un deuxième temps au cours du webinaire où vous pourrez, je relayerai vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à poster dans la bulle conversation des commentaires entre vous et puis bien sûr à poser vos questions à n'importe quel moment et puis on essaiera dans le deuxième temps d'y répondre, de répondre à ces questions au maximum. Encore une autre information, je le redirai, pour information, ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur la chaîne de l'Institut et un lien vous sera envoyé voilà, à l'issue de ce webinaire dès qu'il sera déposé sur la chaîne de l'Institut. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et puis à tout à l'heure pour vos questions. Voilà, Eric, Julien, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Comme ceux qui ont participé ou vu les précédents webinaires, vous avez pu constater qu'à chaque webinaire, ça nous permet d'aborder des thèmes différents ou en tout cas des angles de vue différents. Et que ce qui est important pour nous, c'est dans notre d'amener, de nous questionner dans notre expérience de psy et de comment construire du sens par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, situation inhabituelle pour la plupart d'entre nous. Alors, avant de poser la parole à Julien, on va construire notre intervention en traitant d'abord de la crise, puis de la transformation et enfin, troisième point, de la transmission. Sur la question de la crise, si je me positionne comme si je suis en thérapie, la question qui va me venir, c'est est-ce que le Covid-19 est l'agent de la crise ou est-ce que le Covid-19 est le révélateur d'une situation de crise? Et je vais te proposer de te passer la parole, Julien, pour que tu dises quelques mots, et je reprendrai sur la métaphore dont nous avons parlé hier. Est-ce que ça te convient? Parfaitement, ouais. Donc, est-ce que, voilà, sur cette question de la crise, est-ce que le coronavirus est révélateur d'une crise ou est-ce que c'est l'instigateur de la crise? C'est deux positions différentes. Tu veux que je dise quelques mots ou tu prends la Oui, non, mais parole? je pensais que tu voulais dire quelque chose. Sinon, Oui. Alors, d'accord. Donc, je vais dire croyais que tu voulais dire quelque chose. Voilà. Donc, je vais dire quelque chose. J'utilise une métaphore. J'utilise une métaphore en thérapie que je vais vous livrer. Comme ça va servir de support. D'abord, quand on parle de crise, et les gens qui ont fait la formation sur la crise avec moi ont déjà cette idée-là, c'est que la crise est construite entre une partie qui est dans la résistance et une autre partie qui est en quelque sorte ébranlée et qui va aller dans le sens de
de ce qu'on va appeler un mouvement de changement ou en tout cas de différence. Et qu'à ce moment-là, la question de la crise, c'est que la plupart des symptômes de la crise vont être l'expression des forces de résistance pour que ce qui menace de s'effondrer continue à tenir debout. Donc pour qu'il y ait crise, c'est pas qu'il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui vient remettre en cause ce qui va résister. Et l'idée de la résistance, c'est l'idée de tenir debout. Alors, vous allez comprendre, avec la métaphore que j'ai utilisée et qui me semble assez appropriée de mon point de vue à la situation actuelle, c'est la métaphore du colosse au pied d'argile. Si je reprends la question de la crise, mais si le coronavirus n'est pas l'instigateur de la crise, mais le révélateur d'une situation de crise, c'est l'élément à ce moment-là qui vient activer 4 facteurs. Le facteur d'imprévisibilité, le facteur d'insécurité, le facteur d'impuissance et le facteur d'envahissement. Et bien sûr, ce qui va concentrer et condenser ces 4 facteurs va être dans la réponse du côté du figement de ce qui résiste, la perte de sens. Et donc, si je reprends la métaphore du colosse au pied d'argile, c'est parce qu'elle me semble appropriée dans le sens où ce qui caractérise un colosse à pied d'argile, c'est de tenir debout coûte que coûte. Or, pour tenir debout coûte que coûte, ça nécessite que ce colosse ait ses pieds d'argile protégés. Le scénario du colosse au pied d'argile, c'est la toute-puissance, la performance, la perfection. C'est d'utiliser la raison sous la forme du rationnel et de la croyance, et dans un scénario de seul au monde. Et dans ce scénario de seul au monde, ce qui est important, c'est que ce qu'il va demander à l'environnement et à l'entourage, c'est de protéger, de venir en protection des pieds d'argile, pour que ces pieds d'argile ne soient pas infiltrés par des éléments aléatoires, on va dire par de l'eau, par de l'humidité, et de telle sorte qu'ils puissent tenir debout. Or, si on prend ce modèle-là, la question est, est-ce que c'est des personnes dont on parle ou est-ce que c'est la construction sociale dans laquelle on est? Et si on part de l'hypothèse que le colosse au pied d'argile est la construction sociale dans laquelle on est, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que évidemment ce modèle-là répond en termes d'attachement à un modèle particulier, qui est celui de l'évitant. L'évitant qui est justement dans l'autonomie coûte que coûte en dehors de la relation. Sauf que toute la difficulté, c'est que le colosse au pied d'argile, par rapport à l'être que nous sommes, peut amener et construire ce que les jeunes connaissent par cœur dans les jeux de rôle, c'est-à-dire un avatar. Voilà les idées que je vais mettre sur la table et avec laquelle je vais passer la parole à Julien pour qu'il m'exprime. Pour reprendre cette question sur est-ce que c'est un révélateur ou c'est un instigateur, ce que j'ai envie de dire, que la crise est quelque chose de naturel, parce que toute évolution passe par des crises. La question qui se pose, c'est la fin de la crise. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'on va déboucher sur une différence à l'arrivée. Et toute la question, c'est comment penser la crise et comprendre la crise pour pouvoir percevoir une différence à la fin de la crise. C'est-à-dire que la personne, à la fin de la crise, va pouvoir se dégager des représentations sociales, mentales, dans lesquelles elle est prisonnière et qui fait que la crise se développe et se déchaîne.
Alors, pour employer un vocabulaire narratif, je dirais qu'au sein de ce qu'on appelle l'histoire dominante, qui est l'histoire de la culture dans laquelle on est, lorsque cette culture amène des crises qu'on n'arrive pas à résoudre, hein, c'est ça la question, à partir de ce moment-là, à l'intérieur de cette histoire dominante, il n'y a pas de solution possible puisque l'histoire dominante n'arrive pas à percevoir la différence et à donner sens à la différence. Tu as dit tout à l'heure hein, quelque chose qui me paraissait très important, c'est que la personne est seule au monde dans cette histoire. Dans l'histoire dominante, la personne est seule au monde. Alors, évidemment, c'est le paradoxe avec aujourd'hui où tout le monde est dans son coin. Heureusement, il y a des moyens de communication, mais il y a cette dimension qui est très importante d'être seul dans cette histoire-là. Tu parlais de relations, donc la sortie est possible qu'à partir du moment où, évidemment, on va passer de la dimension de la représentation, une certaine représentation qui a pris le pouvoir sur la manière, sur le sujet, à une capacité du sujet à rentrer à ce moment-là et à vivre des relations et à créer du sens à partir de la vie relationnelle. Alors, s'il n'y avait pas ces relations qui existaient et qui sont présentes dans on pourrait dire dans l'histoire alternative, en narratif, eh ben, il n'y aurait pas de crise. Sinon, il y a cette crise perpétuelle hein, qui serait le fond de la vie, mais qui serait un tragique, mais on ne pourrait pas parler de crise. Si on parle de crise, c'est quelque part, on arrive à avoir un décalage par rapport à la perception qu'on a du tragique. Il y a quelque chose de spécifique qui se met en place et il y a du sujet qui est présent à ce moment-là. Et ce n'est pas simplement des choses qui se déroulent indépendamment des sujets. Sans présence de l'histoire alternative, il n'y aurait pas de crise. La question, c'est comment peut-on utiliser par le questionnement, par la compréhension, les traces, les fines traces d'histoire alternative au sein de la crise pour faire émerger d'autres possibilités de vie. Et je rajoute, et pour reprendre la parole, c'est ce qui me semble important dans cette question-là, les fines traces d'histoire alternative, car la question de la crise, comme vous pouvez l'observer, est orientée vers le présent-futur immédiat et le futur. Et si on n'est pas sur ces fines traces, on va se focaliser sur toute la sainte hématologie liée à la résistance du pouvoir au changement. Oui. Et c'est intéressant car si je reprends la métaphore du colosse au pied d'argile, vous observez qu'à ce moment-là, c'est comme si le coronavirus, de par sa présence, est venu questionner justement nos pieds d'argile. Et vous pouvez observer qu'à ce moment-là, on est dans un conflit entre justement la partie colosse qui doit tenir debout et la partie pied d'argile qui est en train de s'effriter. Et vous pouvez observer comme quoi, évidemment, on va avoir affaire et qu'on peut observer comment ça amène les phénomènes, et ça me semble important, c'est d'un côté, comme les fines traces ne sont pas encore perceptibles ou qu'on n'est pas connecté à ces fines traces, le risque est qu'on arrive à une surrigidification ou au développement de phénomènes de bouc émissaire dans une vision de type persécutoire et paranoïaque. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on va devoir projeter la responsabilité d'un côté de l'effondrement sur les personnes qui ne jouent pas le jeu de protéger les pieds d'argile. Vous voyez, par exemple, très concrètement aujourd'hui, des personnes qui sortent, et il n'y a jamais eu autant de délation par rapport aux personnes qui sortent. Et les personnes qui sortent sont responsables en non-confinement de menacer d'effondrement. Mais on ne sait pas si c'est de quel... on ne sait pas vers qui est le message. Est-ce que c'est vers les pouvoirs, comment dirais-je moi, l'autorité de l'État? Est-ce que c'est vers les soignants en première ligne? Est-ce que c'est vers les personnes à travers la menace de mort? Tout ça est complètement mélangé et on ne sait pas à qui ça s'adresse en clair. Mais ce qui est clair, c'est que ce message-là est là. Et de l'autre côté, le colosse va être représenté par l'État
on va et les discours les discours, comment dirais-je moi, sur la responsabilité de l'État va amener à la question de la confusion entre est-ce que l'État c'est le colosse et le président en tête, ou est-ce que le colosse c'est la société dans laquelle on est tous impliqués dedans, tous et toutes, et depuis longtemps. Oui. Vas-y. Oui, pour moi, c'est vraiment important, là, juste ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas le président, c'est tout le monde est pris dedans. Oui. C'est-à-dire qu'on est pris dans une vision globale, et on pourrait dire que cette vision globale est une vision qui est basée sur un certain type de relation à l'autre, dans laquelle la méfiance est prioritaire. Et Oui. c'est évidemment cette dimension de méfiance dans la relation à l'autre, c'est-à-dire la non-perception que l'autre peut avoir un désir sincère de rentrer dans la relation, même si ça peut être dangereux, puisque là, toute relation peut être dangereuse. Le fait de ne pas percevoir cette capacité de l'autre à rentrer en relation, en grande partie, c'est ce qui structure la modernité. Oui. Et cette modernité s'est structurée comme ça à partir de phénomènes boucs émissaires qui sont passés au moment de précédemment déjà, hein, c'est toujours avant, puisque tu faisais référence au phénomène de boucs émissaires. Je rappelle la Grande Peste noire au XIVe siècle et les textes de Guillaume de Machaut, où Guillaume de Machaut montre comment les Juifs ont été persécutés pendant cette période-là parce qu'ils ont été considérés comme responsables de mettre et de polluer les rivières, etc., et de développer la peste, hein, qui est la peste, qui est une métaphore, on pourrait dire, de la société en crise, oui, qu'on avait déjà dans la Thèbes ancienne. Donc, cette idée, il y a la société qui est en crise, et quand cette société est en crise, le problème, c'est que si la crise, comme on le disait tout à l'heure, ne débouche pas sur une différence, la crise va déboucher sur un contrôle, c'est-à-dire étouffer la crise pour que la crise ne se développe pas. Et ça, c'est le phénomène, comme tu dis, du colosse, et qui a pour but de bloquer tous les mouvements et de les contrôler par quelque chose qu'on a appelé la raison utilitaire à un moment donné, pour amener les gens à vivre ensemble, mais vivre ensemble dans la solitude. C'est dans le phénomène des boucs émissaires, on avait un phénomène d'indifférenciation, hein, avec l'autre qui était potentiellement quelqu'un qui voulait me tuer, et après la stabilité, qui est une fausse paix, qui est aussi un état de guerre, qui est chacun dans son coin, et on va organiser la société en fonction d'un certain type de rationalité, qui est une rationalité basée sur l'économie, en grande partie, et de telle manière que chacun soit amené à faire le bien social et qu'il n'y ait plus de créativité, parce que la créativité, c'est dangereux. La personne qui est libre de faire ça ou ça est problématique pour la société, car dès qu'il y a liberté, il peut y avoir des phénomènes de boucs émissaires avec de l'indifférenciation. Donc la liberté est dangereuse. Donc c'est pour ça que quand tu parlais des personnes qui vont cafeter, comme tu dis, c'est parce que si quelqu'un veut utiliser sa liberté, même à bon escient, c'est-à-dire en respectant des règles pour ne pas transmettre le virus, il peut se faire cafeter comme quelqu'un de dangereux. Alors, l'idée par rapport à la notion de crise avant, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir des sorties de crise qui ne sont pas des sorties de crise. Parce qu'on peut estimer que la modernité, c'est la sortie de crise de ce qui s'est passé précédemment avec la Grande Peste, hein, comme métaphore avec ce qui peut se passer aujourd'hui, mais cette sortie de crise est une sortie de crise qui débouche sur ce que tu appelles le colosse. C'est-à-dire, on va contrôler, on va organiser, mais on ne va pas permettre aux personnes de pouvoir exister parce que chacun va être pris dans sa propre solitude. Alors, la crise que nous vivons depuis des années en psy, c'est, on voit bien, des gens qui viennent en thérapie et qui sont profondément liés à cette notion de vide, à cette notion de solitude, à cette absence de relation. Et donc à des effets dissociatifs, hein, les gens sont dans la tête et n'arrivent plus à expérimenter ce qui est vivant dans leur corps et à travers la relation. Donc l'enjeu actuel, pour moi, ce serait, est-ce qu'il pourrait y avoir une sortie de crise qui justement permettent d'avoir accès au corps,
à la relation, à la singularité, et non pas simplement comme, au contrôle social qui sera de plus en plus affiné. C'est vraiment l'enjeu actuel. Et dire que être dans des logiques en disant c'est la faute d'un tel ou d'un tel, au lieu de s'interroger sur qui sommes-nous en relation les uns par rapport aux autres, dire tel ou tel est responsable de la mauvaise organisation, c'est rester dans une logique de la crise. Il n'y a pas de sortie de crise dans tous ces phénomènes-là. La sortie de crise passera par une interrogation sur notre relation chacun dans la relation aux autres, au niveau social, j'entends. Et non pas. Ouais. Je rejoins tout à fait ce que tu dis et si je reprends justement pour continuer sur ma métaphore, ce qui est intéressant, c'est d'observer que si vous visualisez ce colosse au pied d'argile, bah, vous voyez qu'à ce moment-là, l'injonction autour, c'est que tout le monde participe à maintenir, à maintenir le fait que les pieds d'argile soient solides, sinon c'est l'effondrement du colosse. Oui. Les effondrements, on en a vu. Et ce qui est important, c'est qu'on ne se rend pas compte que le scénario à ce moment-là, le colosse va, parce qu'il est dans une position fonctionnelle et opératoire, va vampiriser en quelque sorte toute l'énergie affective, puisque il demande, et que ce scénario d'emprise et la position, de mon point de vue, la position victimaire qui s'est développée dans notre société vient en fait du fait qu'il est demandé de manière implicite à tout le monde de participer à l'existence de ce colosse. Et en retour, ça amène à des phénomènes en fait à des phénomènes d'emprise, c'est-à-dire que la fonction est, et si je prends quelque chose de concret pour mieux l'expliquer, c'est que la base du colosse, quand tu parles de l'économie, on pourrait le dire, c'est soyez de parfaits consommateurs pour que le système fonctionne et en retour, le bonheur est garanti. C'est une idée comme celle-là. Sauf que le problème est qu'on est sur des processus d'accumulation et non pas sur des processus de relation. Et c'est l'illusion que l'accumulation de choses peut prendre la place de la relation affective, c'est-à-dire de la relation humaine. Je pense qu'il y a deux. Si je reprends ce que tu dis, tel que je conçois, donc là, on peut comprendre le développement de l'économie dans la modernité. Ça part de cette idée que ce qui fait la violence, parce que l'idée c'était les crises perpétuelles, ce qui fait la violence, c'est la rareté. C'est-à-dire que les gens sont en guerre les uns contre les autres parce que les biens sont rares. Et ce qui crée la violence, c'est la rareté, mais sans penser que c'est le désir aussi qui crée la rareté. Oui. Donc, on pense l'être comme un être de besoin et pas comme un être de désir. Et c'est ça qui amène justement à réduire l'être humain à la gestion des choses et à cette gestion des choses dans laquelle l'économie va organiser. Et quels que soient les économistes, c'était aussi bien les Smith, les libéraux que Marx, ils ont tous cette idée que l'origine de l'économie, c'est de sortir de la rareté. Or, si on imagine que la suppression de la rareté en termes de biens va permettre le bonheur, ça se saurait. Ce qui est sûr, c'est que quand il n'y a pas du tout de... Quand il y a vraiment de la rareté, il y a du malheur, mais ce n'est pas le fait d'avoir une accumulation de biens matériels qui va créer le bonheur, puisque le bonheur, ça passe par de l'affect et de la relation. Or, la gestion des choses a mis de côté, de manière assez systématique, le sujet. Et ça, on le retrouve donc dans la société, dans l'économie, où de plus en plus, même dans le cadre du travail, c'est ce qu'on appelle ces processus qui sont mis en place. Le procès au niveau du travail, il faut qu'on faire telle ou telle chose soit organisé et en mettant entre parenthèses la surprise, la spontanéité de la relation humaine. Et c'est pareil en thérapie. Toutes les théories qui nous disent il faut être neutre
dans le cadre de la thérapie, cette notion de la neutralité, c'est-à-dire ne pas exister en tant que sujet à l'intérieur de la relation thérapeutique. Et mettre ça entre parenthèses, c'est-à-dire mettre de la technique, mais une technique qui soit neutre. Mais cette technique qui soit neutre, pour moi, c'est la gestion qui est de l'être humain qui est faite sur la gestion des choses. Il y a beaucoup de sociologues qui ont écrit dans ce sens-là et d'économistes. C'est-à-dire on est passé de on a essayé de faire une gestion humaine sous forme de gestion des choses. La relation humaine en elle-même étant toujours dangereuse, puisque il y a non-perception du désir ou de coopération de l'autre. C'est la non-perception de la coopération. C'est-à-dire qu'on est dans ce monde traumatique qui nous empêche de percevoir que l'autre a un désir de rentrer en relation. C'est ça que je dirais. Oui, et je crois que ça, c'est fondamental, oui. Et je me dis justement que si je reprends, en prenant appui sur ce que tu viens de me dire, si je reprends à nouveau sur la métaphore, justement, le pouvoir de transformation, là où est la relation, c'est dans la partie des pieds d'argile, du coup. Oui. Et que parce que c'est là où il y a, c'est là où, j'allais dire, la matière peut se modeler et se transformer. Là où le reste est figé. Et toute la question, sauf que toute la question est que pour en arriver à avoir accès, c'est là où il y a les éléments de mon point de vue d'histoire alternative. Ce que je veux dire, c'est que la crise, c'est que les pieds sont déjà fissurés. C'est-à-dire que ça contient déjà une potentialité de transformation. Toute la question est que cette potentialité de transformation, pour le moment, ne prend pas une forme suffisamment concrète, c'est-à-dire une forme d'histoire alternative, pour pouvoir émerger. Et donc, ça crée l'incertitude. Ce que je dirais là-dessus, c'est deux choses qui me semblent importantes et que je trouve intéressantes avec cette métaphore. C'est que la première, c'est qu'on perçoit qu'effectivement, la transformation et nos capacités d'homéostasie, que ce soit au niveau de l'individu, du groupe ou de la société, viennent de notre vulnérabilité et pas de ce qui est figé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette position ne fait que démultiplier, c'est ça le paradoxe, quand tu parlais justement de la rareté, c'est-à-dire qu'en fait, le paradoxe, c'est que d'essaimer par la multiplication et la collection d'éléments mène à l'indifférencié et mène à la rareté. Tout à fait, oui. Il y a toujours de la rareté, oui. Et donc, il y a toujours de la rareté. Ouais. Et ce qui fait que ce scénario est un scénario qui contient de manière très concrète, je veux dire, et est porté en termes de relation par un vécu abandonnique. Et le problème, c'est qu'il nourrit la méfiance, il nourrit que l'autre est une menace pour moi, il nourrit même un discours de maltraitance, alors que ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, dans cette... c'est comme si tenir debout pour tenir debout pour tenir debout, prenait la place de l'être ensemble. Et ce qui amène justement, me semble-t-il, et qui est tout à fait essentiel, c'est que effectivement, ça questionne la place de la relation humaine dans notre société. Et le fait que nous ne pouvons pas faire autrement, me semble-t-il, que d'avoir en permanence à traiter de cette équation-là qui est vraie depuis que nous sommes sur Terre, qui est le jeu des interactions entre la communauté et l'individu. Tout à fait, oui. Alors, derrière ça, il y a... Donc, il y a évidemment toutes les questions qu'on vient de poser. Juste un petit... Avant de reprendre ce que tu viens de dire, il y a cette dimension de la place de la relation dans la société. Et je trouve qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de prise de conscience
sur l'importance de la relation. On voit bien par rapport à la question du soin, tout le monde dit finalement, tous ces gens qui s'occupent, qui tiennent compte des autres, ça c'est quelque chose de central, et si ça n'existe pas, ben, la société n'a pas de sens. Or, ces gens-là, d'habitude, on les met de côté, on n'en tient pas compte. Et donc, j'ai entendu ça à plusieurs reprises dans les médias, et c'est une prise de conscience, on va voir sur quoi ça débouche, parce qu'il y aura des phénomènes de résistance, évidemment, dont on a parlé, qui sont intéressants. Ce qui est difficile, c'est que quand le mouvement se met en place après, eh bien, comme tu disais, il y a des angoisses toujours qui résistent, parce qu'il y a des angoisses d'effondrement, tu vois, il y a des angoisses que ça parte en sucette, puisque la relation n'est pas présente. Et on a des schémas qui sont mis sur le côté, mais des schémas qui vont revenir, hein, qui sont toujours présents, tant qu'ils ne sont pas critiqués de l'intérieur et compris pour les remettre en mouvement. Et il y a des choses qui sont solidifiées, qui sont ensemble. Juste pour reprendre la question de, je dirais, une question qui est pour moi philosophique, est la question de l'un et du multiple. Tu vois, qu'on retrouve, hein, l'un c'est l'organisation sociale et c'est les sujets qui sont une collection d'individus. Hein. Comment cette collection d'individus, le multiple, nous sommes tous différents, peut faire unité, rentrer dans quelque chose de collectif. C'est le rapport entre le collectif et l'individu qui est central. On avait déjà ça c'est des questions que posent déjà les philosophes grecs et toute l'histoire philosophique traite cette chose du lien entre le un et le multiple. Hein, ça renvoie au tête de Platon, qui est exactement centré là-dessus. Le problème, c'est que pour moi, un certain type de raison que nous avons, et qui vient en partie de la Grèce, ne pense pas l'affect et la relation dans la raison. C'est ça qui du coup, nous amène à penser le multiple comme quelque chose qui est une dégradation par rapport à un. Alors, on voit ça chez Platon, chez les néo-platoniciens. On trouve ça à travers toute l'histoire de la philosophie qui vient de la Grèce. Le multiple est dévalorisé, et donc le corps est dévalorisé, et donc la singularité est dévalorisée, et donc l'affect est dévalorisé. Ce qu'il faut retrouver, c'est une dimension dans laquelle la singularité soit positive, c'est-à-dire que plus la singularité est prise en compte, plus l'un va s'enrichir. Et donc une dialectique dynamique entre les deux, au lieu d'avoir cette opposition entre les deux, qui est pour moi une opposition d'origine traumatique, hein, c'est-à-dire de vivre le monde comme un vécu traumatique, comme une chute, comme une dégradation, et le multiple comme la caractéristique d'un monde qui s'est déjà effondré, qu'on a dans la vision grecque chez Platon, mais qui a encore une influence très forte dans l'organisation de la pensée rationnelle dans la modernité. Juste pour revenir et aller un peu plus loin, tout à l'heure on parlait des forces de résistance. Alors j'avais envie de dire qu'il y a deux types de résistance. Il y a la résistance au mouvement, parce que tout mouvement fait peur, et parce que tout mouvement peut amener du vide. On se met à bouger, mais c'est le vide qui arrive, tant qu'on n'a pas mis en place la relation, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas ces processus relationnels d'accordage. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une résistance aussi de l'histoire alternative qui, elle, est toujours présente. Et s'il n'y avait pas cette histoire alternative qui était présente, il n'y aurait pas un autre deuxième type de blocage qui fait que, en même temps, il y a des directions dans lesquelles on ne veut pas aller, ou quand on va dans certains types de directions, ça fait souffrir. Et derrière cette souffrance, il y a l'histoire alternative. Et donc cette souffrance, c'est aussi une résistance des valeurs qui sont derrière. Oui. Oui. Je prends une seconde pour méditer ce que tu viens de dire, Julien. Oh, tata. Je crois qu'effectivement, c'est une question en termes de... D'ailleurs, pour un clinicien ou pour le clinicien que je suis, qui est à méditer sur la question de la souffrance dans cette situation de crise. Oui. Car il y a effectivement... du côté de... Si je parlais dans un langage systémique, je dirais, du côté de la résistance, il n'y a pas la souffrance. Il y a l'agir.
Oui, c'est ça. Il y a l'agir des tentatives de solution pour continuer à tenir debout coûte que coûte. Ouais. Alors que de l'autre côté, du côté de ce qui commence à faire différence, c'est-à-dire des histoires alternatives qui ne s'expriment pas encore, il y a souffrance. Mm. Et le changement va venir, comme tu le dis fort justement, de quelles valeurs ont été, comment je vais dire ça, altérées, je peux dire ça? Mm. Quelles valeurs ont été altérées qui amènent en retour la souffrance? C'est-à-dire qu'on a sursaturé, et là, je pense que ça a à voir aussi avec la question, la question, comme ça m'évoque, ça a à voir aussi avec la question de la mort. C'est-à-dire si je reprends ma métaphore du colosse au pied d'argile, la question de la vie à ce moment-là pour le colosse, c'est la santé dans sa fonction, tenir debout, Mm. c'est-à-dire c'est-à-dire faire face. Mm. Or, or, la question de la souffrance, et justement, la question de tenir debout et de faire face a comme fonction d'anesthésier la souffrance et de tenter d'éliminer toute forme de souffrance en laissant entendre que ça pourrait être possible. C'est là où ça mène jusqu'au chemin, je veux dire, jusqu'à la voie de l'avatar et le monde virtuel, totalement virtuel, où il n'y aurait plus une souffrance possible. Mm. Or, comme tu le dis fort justement, cette question de la souffrance, elle, elle, elle est portée par qu'est-ce que cette manière d'être en relation vient remettre en cause chez nous comme valeur fondamentale, pas comme croyance, mais Mm. comme valeur fondamentale, je dirais, et comme valeurs qui sont au niveau de valeurs d'humanité en quelque sorte. Mm. Et, euh, et effectivement, c'est l'expression de cette souffrance dans laquelle est contenue sont contenues les possibilités de transformation. Mm. Je peux dire ça? Oui, c'est ça. C'est... Alors, j'avais envie de, de rebondir sur deux choses. Le premier point, c'est si on veut éliminer la souffrance, il n'y a plus de jouissance, de joie, de vie. Et le monde moderne, quelque part, à travers cette gestion des choses, a cette idée d'anesthésier la souffrance. Une souffrance est négative et réinterprétée comme une souffrance de nature sacrificielle qui empêche le sujet d'exister. Donc l'idée, c'est comment peut-on penser quelque chose de positif dans la souffrance, c'est-à-dire ça va révéler une blessure qui demande à amener le sujet à se remettre en mouvement. Je dirais que c'est une blessure d'origine relationnelle. Et deux, comment cette souffrance peut amener une remise en mouvement qui va permettre au sujet d'exister et non pas au sujet de disparaître. Or, le monde moderne nous a amené à penser la souffrance systématiquement sous forme de destruction du sujet, quelque chose qu'il fallait éliminer, du fait que la souffrance est pensée par rapport à un sujet isolé et non pas par rapport au vécu relationnel. Parce que si on réfléchit, ce qui est intéressant aujourd'hui au niveau des émotions, puisqu'il y a tout un retour depuis un certain nombre d'années sur l'importance des émotions, donc de l'affect, de la relation, aussi bien à travers Damasio, Berthoz, etc., tous les neurones miroirs, tout le monde commence à s'intéresser depuis un certain nombre d'années à l'importance de la relation, mais quand la relation n'est pas en place, il y a des effets de souffrance. Ça va passer par de la tristesse, par de la colère, par ce qu'on veut, mais il y a des effets de souffrance quand la relation n'est pas en place. Or, repérer ces effets de souffrance, c'est pouvoir se mobiliser pour remettre en place quelque chose, un contexte dans lequel la relation va pouvoir exister. Or, dans la culture dans laquelle nous sommes, qui est toujours cette gestion des choses à la place des relations entre les personnes,
eh ben, cette notion de souffrance, comme elle n'est pas perçue en lien avec la relation, eh ben, est considérée comme quelque chose de négatif. Donc, l'exemple typique étant, évidemment, il faudrait à l'hôpital avoir zéro souffrance. Voilà. Et évidemment, depuis qu'il y a zéro souffrance, il y a multiplication des douleurs chroniques. Oui. Puisque la souffrance a du sens, elle nous indique qu'il y a quelque chose dans la relation à l'autre qui n'est pas en place. Et donc, dans la relation à nous-mêmes, puisque si la relation à l'autre n'est pas en place, la relation à soi n'est pas en place. Puisque la relation à soi passe par la relation à l'autre. Donc, c'est une vraie question. On voit même dans la manière de travailler et certaines réflexions sur la crise actuelle, il y a les gens qui souffrent comme si la souffrance en soi était quelque chose de négatif, sans percevoir que c'était porteur de ressources. Oui. Le discours sur la souffrance n'a pas beaucoup changé. Les gens sont angoissés, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour ne pas être angoissés, tu vois? Ou les gens sont en colère, ils exagèrent, ils ne devraient pas être en colère, il faut avoir une pensée rationnelle. Il y a toujours cette tentative de remettre entre parenthèses ce qui est du côté de l'affect. Alors, on sait par ailleurs que la véritable raison, celle qui nous permet de nous repérer dans le monde, est une raison qui n'est pas coupée de l'affect et du corps. Parce que même, comme nous disait Poincaré, même la notion de géométrie vient à partir du corps qui est orienté, avec des actions orientées. Sans le corps orienté, et le corps est toujours en relation, il n'y aurait pas la géométrie. Essayer de penser la science indépendamment du corps est une erreur. Mais c'est la fameuse vision de Descartes, le Rex extensa, c'est-à-dire cette étendue sans affect. Alors, pour rebondir comme l'heure tourne, à partir du moment où dans cette idée, effectivement, le mouvement de la crise va amener dans l'interaction entre souffrance et vide, la question est aujourd'hui, me semble-t-il, cette souffrance qui est en train de s'exprimer, se révéler, Ouais. Porte sur quelle valeur blessée? Je pense que c'est une vraie question. Et l'importance pour moi, c'est de penser, sortir de la confusion entre ce que tu appelais tout à l'heure le perfectionnisme, qui est le colosse, oui, qui marche avec ça, et puis des valeurs qui sont incarnées. Oui. Et souvent, dans le discours commun, social, il y a une confusion entre une idéalisation des valeurs, qui serait cette notion de perfection, et une norme qui serait idéalisée, et la notion de valeur. Et ce que moi je trouve amène le narratif, justement, c'est de percevoir que les valeurs sont une expression, une forme de la relation lorsque la relation est vivante. C'est-à-dire sans cette expérience relationnelle vivante, dans laquelle le sujet est en même temps en relation avec l'autre et en relation avec soi, c'est-à-dire en hypnose la question de la réassociation, et qui fait que la vie a du sens et que ça vaut quelque chose et qu'on apprécie ce qu'on est en train de vivre. Si ça, c'est pas en place, c'est-à-dire si on pense la valeur toujours sous forme de choses idéalisées ou de normes ou de comportements et non pas sous forme d'expériences partagées, eh bien, on n'aura pas accès à la valeur. On reste dans le non-sens, à ce qu'on perçoit tous, cette question du nihilisme moderne, de l'absence de sens, qui est liée à cette raison opératoire dans laquelle même les valeurs sont pensées sous forme d'idéalisation de normes et non pas sous forme d'expériences partagées vécues. C'est la manière dont le langage va expérimenter et va donner forme à cette expérience humaine. Oui, et je vais revenir sur ce que tu viens de dire car ça me semble tout à fait intéressant. C'est-à-dire que si on repart de la souffrance, de la question de la souffrance et du vide, la question est-il la question de la souffrance ou de la représentation de la souffrance, comme la question de vide est-il le vide ou la représentation du vide? Et qu'en fait, c'est la question de
la construction du sens et de la construction de la perte de sens. Ouais. Et si je lis à la question des valeurs, c'est-à-dire que ça montre que la construction du sens ne peut se faire pour qu'elle tienne dans le temps et dans l'espace, elle ne peut se faire qu'à partir du moment où elle porte la réassociation, c'est-à-dire qu'elles sont dans un dialogue entre le nous-je d'un côté et le nous-tu de l'autre, c'est-à-dire un dialogue entre la singularité et le collectif. Ouais. Et que, en fait, si je dis les choses autrement, c'est que c'est la différence avec les croyances, où les croyances, elles créent la division, la différence, elles créent un je et un tu et excluent le nous. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Il n'y a pas le contexte qui nous permet de dire je tue. Et bien sûr, on peut être dans l'autre position extrême, comme on le connaît bien dans les familles qui ont des problématiques d'attachement, dans les groupes sociaux qui fonctionnent sur un mode sectaire et clanique, c'est qu'on peut aussi être dans un nous indifférencié où il n'y a plus ni je ni tu. Il n'y a plus qu'une collection d'éléments. Mais il n'empêche que la question des valeurs, et c'est ça qui me semble fondamental, c'est qu'elles ne peuvent être référées qu'à des principes d'humanité, car elles vont exprimer que le je, le tu et le nous forment un ensemble et une totalité. Et c'est bien pour ça que le colosse ne peut pas se mettre à genoux, parce que s'il se met à genoux, il perd ses croyances et il rentre dans les valeurs. Or, comme il est sur les croyances, à genoux, il est face au vide, et un vide qui, dans le mouvement de chute, anticipe l'effondrement. C'est vraiment, ça c'est vraiment un truc central ce que tu dis là, c'est très très important, c'est-à-dire que si la relation n'est pas en place, les valeurs ne sont pas en place, et la place c'est du vide, et ce vide c'est un vide relationnel, et donc il se met à genoux, il tombe dans le vide, et il s'effondre. Oui. Et il s'accroche aux croyances, aux représentations, tu vois, aux représentations, aux croyances, aux tentatives de solution, enfin tout ce qui maintient debout et qui évite l'effondrement. Pour pouvoir rejoindre la valeur, il faut pouvoir percevoir que l'autre a un désir de rentrer en relation. Mais si le nous n'est pas en place, on ne va pas pouvoir le percevoir. Bien sûr. Comme ça. Et ce nous, puisque je lis quelques commentaires en passant, ce nous, justement, il y a Serge qui dit dans le développement du nourrisson, le à genoux est un prérequis pour se mettre debout. Sauf que justement, l'expérience montre que la moyenne pour se mettre debout pour un enfant, pour passer d'à genoux à debout, c'est à peu près 2000 chutes. Et qu'est-ce qui fait que l'enfant est en capacité de se mettre debout? C'est aussi parce qu'il va être en capacité de prendre la main qui lui est tendue. Et que donc, entre l'interface, entre le à genoux où il peut être encore en contrôle, où il peut contrôler la chute avec ses mains et de se mettre sur la station debout, ça passe par prendre appui sur une main extérieure, une main qui est celle, évidemment, des parents, du parent, de la figure d'attachement, mais ça passe par un tiers et ça passe par la relation. Et par prendre appui. C'est-à-dire que c'est faire l'apprentissage que l'autre peut être un soutien pour soi. C'est la question effectivement de l'entraide et de l'interconnexion. Ouais. Pour reprendre ce que tu viens de dire là sur le à genoux et sur la main, sur l'appui, avant d'être à genoux, l'enfant, il y a le bercement déjà. Déjà, oui. Il y a le bercement, il y a la relation qui se met en place à travers le bercement. C'est pour ça qu'il peut se mettre à genoux déjà et qu'il commence à percevoir le monde à travers les yeux de la personne avec qui il est connecté. Et l'espace s'ouvre à partir de cette connexion. Donc l'espace est un espace qui est relié, ce n'est pas un espace qui est vide. C'est-à-dire que le monde sur lequel l'enfant va marcher est un monde qui est ouvert par l'affect partagé.
Et Et c'est c'est très important. Et vas-y. ça me semble fondamental parce que justement, puisque tu fais référence au bercement, c'est pas que le lien et la forme que prend le lien, c'est que ça va amener l'enfant à prendre confiance dans la forme que va prendre ce lien. Oui, c'est C'est ça. ça qui va faire sens. Et que quand il va prendre appui sur la main pour passer de la station à genoux à la station debout, c'est parce que la main sur laquelle il va prendre appui, ça n'est pas qu'un appui, c'est aussi une confiance dans le fait que l'appui puisse le soutenir. Or, quand je reprends la métaphore du colosse au pied d'argile, justement, le colosse dans le seul au monde, il a la conviction qu'il ne peut s'appuyer que sur lui pour tenir debout. Mm. Et on voit bien d'ailleurs, concrètement, on voit bien ce qui s'est passé, ou la menace qui s'est passée tant au niveau de l'Europe que des nations, puisque dans cette mondialisation, c'est la tentation du chacun pour soi, et je gère mes choses pour moi sans m'occuper des autres. C'est-à-dire, je ne peux tenir ma construction que debout dans un scénario de seul au monde et à l'exclusion de l'autre comme point d'appui et comme soutien. C'est-à-dire que c'est à la fois l'absence de représentation de la forme que prend le lien d'une manière telle que je puisse avoir confiance dans la permanence de ce lien. C'est exactement ça. C'est ça qui est central, c'est la confiance dans la permanence du lien et de faire le lien, je dirais, entre cette main qui est un appui et qui est une forme de l'espace, et cet espace lui-même est une forme du lien de sécurité. Il est créé à partir des trucs de Voilà. base. Et ce qui est fondamental, c'est que cette confiance interconnecte à la fois l'affect et la raison, et qu'elle n'est la propriété de personne, la question de la confiance. On est bien d'accord. On ne peut pas s'approprier la confiance. On peut s'approprier des croyances, on ne peut que vivre la confiance. Tout à fait. Donc on pourrait dire, en reprenant le propos de départ, que une sortie de crise dans laquelle il y aurait une différence, ce serait la capacité de pouvoir vivre la confiance. Voilà. Et si on passe, parce que le temps tourne, sur la question de la transmission, Le temps va vite. j'aurais à proposer à l'ensemble de vous qui nous écoutez, la question que j'ai proposée à Julien hier quand on a travaillé là-dessus, sur la question de la confiance et sur la question de quel lien peut être, enfin quelle forme peut prendre la sortie de crise. Et je vous poserai la question suivante. Je vais vous proposer d'imaginer que devant vous viennent vos enfants, vos petits-enfants ou des jeunes qui font partie des générations suivantes. Et en retour, ils sont là devant vous et ils vous observent. Et à ce moment-là, ils vont vous demander, ils vont vous dire plutôt, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et je me mets avec vous. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous au regard des effets de cette crise? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous et qu'ils souhaiteraient que nous leur transmettions? Voilà. Et je pose la question et je laisse à chacun et à chacune d'entre nous de laisser venir ce qui vient à l'esprit. Qu'est-ce que nos petits, au regard de cette crise et de ce que ça provoque, qu'est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, c'est-à-dire la génération de demain, attendent de nous comme changement de position, comme réponse? Je laisse un petit peu de silence avant de repasser la parole à Julien pour que vous puissiez méditer cette question et que quelque chose vous vienne. Et que si chez vous la réponse est trop générale, faites l'effort de le synthétiser, de le concentrer sur une scène précise, un souvenir précis d'expérience chez vous.
Hein, qu'est-ce qui vous vient comme souvenir à ce moment-là? Julien, la parole est à toi. Oui, merci. Je trouve que ta question, et c'est vraiment une question top niveau, c'est hyper important. Parce que la question de la valeur, et dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est la relation vivante, évidemment, si la relation est vivante, la vie se transmet. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on transmet? Et comment peut-on transmettre la vie? Et si on ne veut pas partir d'un point de vue de croyance, hein, ou de représentation mentale sociale, qu'est-ce qu'il faudrait que je transmette? Mais il faut partir justement de ce qui pourrait me toucher dans la relation avec mes enfants, mes petits-enfants, Oui. mettre en mouvement ma propre vie pour percevoir ce que les autres attendent de moi. Et donc, il y a ce lien entre valeurs et ce que les autres attendent de nous. Cette question est d'autant plus intéressante que la question de l'enfance, pour moi, est une question centrale et est au centre de la dimension de la transmission. Parce que si on ne transmet plus, à la limite, même pourquoi avoir des enfants? Ben oui. Et, Vraie question. c'est une vraie question. Oui. Pourquoi avoir des enfants s'il n'y a plus de transmission? Et on peut penser qu'il y a une crise, hein, de la transmission amène évidemment une crise en termes de désir, hein, de transmettre quelque chose et donc d'avoir des enfants. S'il n'y a pas ce désir de transmission, l'enfant est basé simplement sur je veux quelqu'un qui réussisse, qui soit comme ci, qui soit comme ça. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas un paquet cadeau, mais enfin, tu demandes un objet qui soit bien fait, qui soit bien adapté à la société et qui amène évidemment autant de souffrance qu'on trouve chez l'autre. Donc, cette notion, la manière de poser la question à partir des enfants me paraît centrale. Et deuxièmement, une réflexion sur cette dimension de l'enfance. Car rentrer dans la relation, c'est quelque part toujours rester connecté aussi avec sa propre dimension d'enfance. Oui. Mais on peut rester en rapport évidemment avec sa dimension d'enfance si on a déjà vécu cette dimension-là de confiance dont on parlait tout à l'heure, d'expérience de confiance. Et il y a vraiment un lien entre cette dimension de l'enfance et cette dimension de la confiance expérimentée entre deux personnes. Au sein même je dirais, de la séance d'hypnose, hein, de la thérapie, cette dimension au moment du lâcher prise, quand on lâche prise, on est comme un enfant et on n'est plus dans le contrôle. Et si on n'a pas cette expérience-là, il n'y a pas d'appui pour lâcher prise. Et évidemment, il va falloir aller en construire, en chercher ailleurs. Mais cette dimension me paraît très importante. Et moi, je pense souvent à quelqu'un que j'aime bien, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est justement cette dimension de l'enfance. Et c'est un des livres les plus vendus, les plus répandus, les plus commentés. Et c'est en même temps un livre qui peut être lu par les enfants, justement. Il a voulu écrire un livre sur l'enfance, mais qui peut être lu par les enfants. Et ce qui est au centre de cette histoire, c'est quand même la question des valeurs et comment sortir du non-sens. Oui. Et Le Petit Prince, c'est vraiment, si je disais, lisez ça, voilà. Ce qui est intéressant quand tu dis Le Petit Prince, c'est que tu sais que Saint-Exupéry avait dit cette chose très belle, je crois que c'est dans Citadelle, l'homme est un nœud de relation. Oui, tout à fait, oui. Et si l'homme est un nœud de relation, encore faut-il qu'il y ait des relations pour faire un nœud. Voilà. S'il n'y a pas de relation, tu ne peux pas faire un monde. Ben non. Le truc ne tient pas. OK. Bien. Eric et Julien, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors effectivement, vos échanges fructueux suscitent énormément de réactions. Il y a beaucoup de questions. Alors, en particulier, la question que Eric, tu as posée tout à l'heure, de manière expérientielle, a suscité énormément de réactions. Si ça vous va, je vous propose que l'on puisse passer, parce que le temps tourne malheureusement, mais c'est comme ça, qu'on puisse passer à quelques questions qui vont continuer à alimenter les échanges. Tout à fait. C'est OK. Oui. Voilà, donc il y a pareil, hein, je le disais à l'instant, il y a énormément de questions. Alors, je vais essayer de les regrouper. Je m'excuse pour ceux pour qui la question ne sera pas posée précisément.
une première question qui avait été posée. Je lis dans le texte, peut-on continuer à penser que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, ça c'est la définition de l'OMS, mais que cette définition entretient une illusion de maîtrise et un idéal de perfection. Est-ce que finalement, peut-on dire ou pas que actuellement c'est une régression dans notre modernité de dire, de réaffirmer que la santé, c'est d'abord la possibilité d'être malade et d'avoir un recours fiable. Je cite Ronnie Bauman. Donc, peut-on rester sur une même définition telle que nous l'avons actuellement selon l'OMS ou plutôt partir sur l'idée que aujourd'hui, la santé, c'est tout simplement que c'est d'abord accepter et d'avoir le droit d'être malade et d'avoir un recours fiable. Donc, un changement de paradigme. Eh bien, je fais une réponse si tu reprends après, Julien. D'accord, ouais. Eh bien, pour moi, la conception de la santé comme bien-être physique, social, mental et auquel on pourrait rajouter avec l'OMS sexuel aujourd'hui, cette définition-là, la définition du colosse au pied d'argile, c'est la définition du colosse. C'est-à-dire que c'est un bien-être en soi. Or, ce qui fait la singularité de l'être humain depuis la nuit des temps, c'est aussi la capacité à se dépasser pour quelque chose qui a du sens. C'est le don. Et le don, c'est pas de la propriété et de l'appropriation. Alors je sais que le don et la capacité à se dépasser a très mauvaise presse dans notre culture moderne, mais il n'empêche que le retour de ça, c'est que la tyrannie du bien-être physique amène à l'exclusion du mal-être physique, c'est-à-dire du handicap, et qu'on sursature pour créer l'illusion. L'exclusion du mental, c'est évidemment l'exclusion de la folie et de la maladie mentale. Et ce qui fait qu'on tourne aujourd'hui sur une toute-puissance de l'exclusion sociale. Et une des craintes, me semble-t-il, ou un des problèmes majeurs qui va être de la sortie de crise, va être sur le scénario de l'exclusion sociale. Et oui, c'est cette question à remettre en cause. C'est pas la bonne santé, c'est la question que si je suis vulnérable, si je suis malade, quel soutien je vais avoir? Qu'est-ce que je vais transmettre? C'est vraiment des questions extrêmement importantes, me semble-t-il, mais ce changement de paradigme me semble effectivement fondamental parce qu'on fait de processus du vivant une priorité. On n'a le pouvoir ni sur la vie, ni sur la mort, ni sur les interactions entre la vie et la mort. Et dès qu'on veut avoir le pouvoir dessus, on arrive à une matérialisation de la vie. Et comme disait je ne sais plus quel grand hypnothérapeute, j'ai un trou, pardonnez-moi, plus on veut mettre la vie en boîte et plus elle s'échappe à nous. Je te passe la parole, Julien. Oui, je dirais que comme tu dis, plus tu veux contrôler la vie, la mettre en boîte, plus elle s'échappe. On pourrait dire que c'est une image de ce qui se passe. Surtout si on imagine que même le virus en question vient d'un désir de contrôle ou d'un laboratoire. Pour la santé, tout à l'heure, ce que la définition de la santé, je dirais, si on part de cette complet bien-être, etc., absence de, etc., on voit bien la logique qu'il y a entre cette vision de la santé et le transhumanisme. C'est-à-dire, la logique de ça, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas au niveau. Donc, il va falloir créer quelque chose qui soit au niveau pour pouvoir, justement, correspondre à cette définition, qui est évidemment une définition utopique et qui va amener toute personne qui n'est pas dans ce bien-être, dans toute cette perfection, de le vivre comme quelque chose une exclusion par rapport à ce qu'on devrait être, par un déficit d'humanité. Alors, comme quoi, souvent des bonnes intentions, parce qu'on peut penser que les gens qui ont créé ces définitions sont partis des bonnes intentions, peuvent avoir des conséquences extrêmement négatives. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la même chose que de dire
zéro douleur, zéro souffrance. Il faut tout contrôler. Et à l'arrivée, il y a de la souffrance partout. Et comment, et ça je dirais, comment sortir de cette dimension-là, parce que c'est une dimension anthropologique. Donc un des effets de la crise peut-être, c'est d'interroger ces définitions-là de la santé. Oui. Il faut interroger à travers la crise ces définitions de la santé, parce que c'est ces définitions-là qui nous enferment dans des représentations qui empêchent une évolution vers un monde plus humain. Alors là, on parlait tu parlais de contrôler la vie. Je dirais que c'est la même chose que par rapport à la mort. Hein. C'est un monde qui a voulu supprimer la mort et supprimer et contrôler la vie. Donc on voit bien qu'il y a un projet utopique derrière ça, derrière le projet technique. Alors la technique est bonne, mais la technique peut devenir dangereuse à partir du moment où elle se connecte à ce projet utopique de penser l'être humain sous forme d'une perfection qui, à la limite, sera un robot évolué. Hein, c'est-à-dire que c'est, en termes de pensée opératoire, faire des choses, mais le vécu affectif, le vécu relationnel doit être absent. Parce que ça c'est l'homme qui n'est pas terminé. Recréons l'homme nouveau. Hein, c'est toutes les utopies qu'on a toujours eues. On sait bien que chaque fois qu'on essaie de mettre en place des utopies, c'est-à-dire changer l'homme, mais au sens créer cet homme nouveau, ça aboutit dans des massacres, des exclusions. Il faut accepter d'être comme nous sommes, et on accepte d'être comme nous sommes qu'à partir du moment où on accepte d'être quelqu'un qui vit en relation, et que notre identité, notre relation à nous-mêmes n'existe qu'à partir de la relation. Et c'est à ce moment-là qu'on perçoit que l'autre est quelqu'un qui nous donne quelque chose. S'il ne nous donnait pas quelque chose, on ne serait pas soi-même. Si on n'avait pas perçu ce don dans la relation. Alors, si vous voulez bien, avant d'en venir aux questions de transmission, on va revenir un petit peu en arrière. Et tout à l'heure, il y a une question qui a été posée où on sollicite votre avis. Dans un de ses articles récents sur le sujet qui nous occupe, Cyrulnik parle de catastrophe et conteste le phénomène de crise lui-même. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Est-ce que la distinction vous paraît nécessaire, pertinente, ou quel est votre point de vue sur la question? Catastrophe et crise. C'est-à-dire que je pense que moi je n'ai pas lu l'article de Cyrulnik, mais il emploie crise avec un sens positif. C'est-à-dire que toute évolution passe par des crises. Et donc lui, pour l'instant, il voit ça comme une catastrophe parce qu'il voit des bords, mais il ne voit pas que ça peut remettre en cause un certain nombre de choses dans la société et qui nous amène à vivre cette notion d'isolement psychique. Ça peut être si la crise ne débouche pas sur un changement, on pourrait dire que la crise peut avoir des effets catastrophiques. Parce que on va se dire, malgré ça, malgré que des gens se sont mobilisés pour qu'il y ait des relations qui arrivent, on en a parlé tout à l'heure, et malgré ça, à l'arrivée, il y a de l'exclusion. Et rien n'a changé. La catastrophe, c'est quand les crises ne débouchent pas sur du changement. Oui, et je rebondirai sur ce que tu dis, Julien. Je dirais que la crise, elle a à voir avec le fait que ce qui arrive aujourd'hui questionne, comment dirais-je moi, questionne justement notre capacité à avoir en face le potentiel de catastrophe que produit cette crise si rien ne change. Que produit cet événement si on reste sur les mêmes préalables. Mais ce potentiel de catastrophe, il est à répétition, il a déjà eu lieu à d'autres moments. On peut voir le potentiel de catastrophe dans le mouvement précédent des Gilets jaunes, on peut le voir dans la crise des subprimes. Ces potentiels de catastrophe, il arrive à chaque événement qui vient remettre en cause comment dirais-je moi, l'organisation de notre monde. Et
et, et oui, je comprends que Cyrulnik puisse être sur la version catastrophe à partir du moment où on ne perçoit pas que la crise contient en elle-même un processus de transformation. Ouais. Okay. Est-ce qu'il serait possible de revenir un instant sur la question, sur la différence? Vous avez évoqué tout à l'heure, on parle de crise, évoqué la question de la résistance ou des résistances et des deux formes de résistance. Il serait possible de revenir dessus un instant. Il existe deux formes de résistance. La question qui est posée. Ouais. C'est-à-dire que tu peux. Il y a une première résistance, c'est que si tu te mets en mouvement dans un monde, dans une histoire dominante, dans un monde qui est structuré, on pourrait dire, par l'absence de structure, c'est-à-dire c'est du vide, si tu te mets en mouvement, comme la relation n'est pas en place, ben, tu vas tomber dans le vide. Donc c'est la mort. Hein, tu vas vers la mort. Et donc tu résistes à la mort, c'est normal. Mais la bonne manière de résister à la mort, c'est d'être attentif à un autre type de résistance, c'est-à-dire d'interpréter les émotions que nous pouvons avoir, par exemple, ou la souffrance que nous pouvons avoir, comme l'expression d'une valeur, d'une histoire dominante qui résiste aux croyances dans lesquelles on est prisonnier. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a deux niveaux de résistance qui n'ont pas le même sens. En narratif, on appelle résistance cette dimension d'histoire alternative qui est déjà là et qui a des effets chez la personne qui souffre. Donc la souffrance en elle-même est le signe de la ressource qui est derrière. Comme par exemple, je peux être en colère et je souffre parce que j'ai eu une situation injuste et si je n'avais pas d'expérience dans l'histoire alternative de la justice, ben, la colère ne serait pas présente. Donc ce qui résiste derrière la colère, c'est l'importance de cette valeur de justice. Donc c'est la valeur qui résiste. Donc ça, c'est une dimension positive de la résistance qui vient en narratif de Foucault, parce que Foucault parlait disant derrière chaque pouvoir, il y a du sujet qui résiste, il y a la subjectivité qui résiste. Donc c'est le sens positif. Et il y a un deuxième niveau de la résistance qui est appuyer sur le frein pour, lorsqu'on veut amener quelqu'un à se mobiliser, eh ben, il ne va pas se mobiliser parce qu'il ne va pas percevoir les valeurs possibles et la vie possible dans l'autre histoire. Il va simplement percevoir, comme il est en perception étroite, le vide. Et donc, dès que le mouvement va commencer à arriver, eh ben, la personne va freiner des deux mains et des deux pieds pour ne pas bouger, et en tout cas ne pas bouger avec une dimension de subjectivité personnelle. Elle va essayer de se protéger en bougeant à travers la norme, en bougeant à travers des règles qui sont proposées par les croyances sociales. Mais elle va éviter de penser par elle-même, parce que la pensée personnelle va renvoyer à du vide, et donc à de la mort. Donc c'est les deux sens de résistance. Je ne sais pas si c'est plus clair pour… Si, je pense que oui, Ce que merci. j'ai rajouté par rapport à ce que tu dis, Julien, c'est que ce que tu dis sur une personne est vrai pour un groupe, est vrai pour une société. On est d'accord, oui. Et que c'est toute la difficulté que nous avons, nous, les êtres humains, c'est que nous construisons des formes humaines qui ne sont pas qu'individuelles, qui sont groupales et sociétales. Hein, et que ces organisations sociales sont aussi, et la construction et la représentation qui les habitent, sont aussi des organismes vivants. Et que sous cet angle-là, ils sont sujets au même processus d'homéostasie. Et donc, à partir du moment où il y a un événement comme celui du Covid-19 qui vient questionner l'organisme sociétal comme organisme vivant, eh bien, on voit bien qu'à ce niveau-là, c'est là où où la dimension catastrophe vient se questionner, c'est-à-dire que la dimension catastrophe, elle est du côté de il faut maintenir coûte que coûte l'organisme vivant dans sa définition et que plus il est rigide et moins il est plastique et moins il peut s'adapter aux événements. Ce que le Covid-19 vient de nous montrer, c'est en fait la dimension rigidité de notre organisation sociétale. Et on peut le dire pour la nôtre. D'ailleurs, on voit bien qu'à ce niveau-là, les réponses par exemple des divers pays, amènent des effets complètement différents et des visions de vécu de la situation qui sont différentes aussi.
Donc, si je prends une métaphore, vous allez comprendre. C'est l'histoire de la chute du mur de Berlin. 3 jours avant, personne n'aurait jamais imaginé que le mur de Berlin allait chuter. Hein. Et qu'est-ce qui a provoqué la chute du mur de Berlin? C'est à partir du moment où des gens ont dit mais nous, c'est plus possible, on veut ouvrir les portes. Mais surtout que ceux qui représentaient la force de résistance, c'est-à-dire les soldats et le commandant du poste, a dit laissez faire la foule. Il aurait continué, il n'aurait pas changé de position, il aurait dit tirer dessus comme c'était vrai 1 mois, 3 mois, 15 jours avant, le mur de Berlin ne serait pas effondré. Donc c'est tout un ensemble de choses de changements qui se font progressivement par imprégnation et qui tout d'un coup vont faire basculer les représentations. Mais tant que les représentations n'ont pas basculé, c'est bien les forces de résistance qui continuent à maintenir l'organisme en vie. Bon. Je pense. Mais ce qui est important pour moi, c'est de percevoir que là, le mur de Berlin, tu le voyais, il était visible, mais il y a plein de murs qui sont invisibles. Voilà, il y a plein de murs qui sont invisibles. Rendre visible l'invisible, c'est très important. Ouais. Et vous savez que c'est une base de l'HTCMA comme du narratif de rendre visible l'invisible. Alors justement, si on en vient maintenant, vous voyez, il y a pas mal de questions qui portent sur les perspectives, enfin sur l'avenir, sur qu'est-ce qui est possible de faire, comment peut-on s'y prendre, et notamment, je relais une question là tout de suite, par quels moyens concrets favoriser l'amplification des exceptions afin de favoriser l'émergence d'histoires alternatives au niveau sociétal? Je pense qu'il y a des éléments, il y a déjà eu des éléments de réponse, mais peut-être qu'on peut s'arrêter encore un instant dessus. Pour moi, les exceptions, oui, elles viennent, justement, c'est là où c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la situation, on est parti d'une vision étatique et centralisée, bureaucratique de la gestion de la situation. Or, qu'est-ce qu'on voit émerger aujourd'hui dans la situation de confinement? Des tas d'initiatives qui sont sur la relation humaine. Je vais vous donner un exemple. Hier, on sort entre voisins, comme tout le monde, à 8 heures, et notre voisine nous dit ah, mais moi qui n'aime pas la foule, qui n'aime pas les gens, qui aime bien rester chez moi, là, j'en ai tellement assez d'être confiné que je sors et que j'ai besoin de contact. Et je trouve que voilà, c'est cette redécouverte du besoin de contact, vous voyez, qui sont un peu comme les petits changements qui font comme des petits rues, qui peuvent s'associer, faire un cours d'eau, un fleuve, etc. Et pour moi, ces graines-là qui sont semées, je pense que peut-être qu'ensuite, elles peuvent être en partie éteintes, mais pour moi, c'est comme des lumières qui ne seront jamais éteintes. Une fois que les gens ont reconnecté, on ne peut pas, je veux dire, on peut mettre une chape dessus, mais n'empêche qu'on ne peut pas l'éteindre totalement. Et de mon point de vue, c'est à partir de ces graines que le changement peut avoir lieu. Mais c'est peut-être utopique de ma part, hein, je reconnais volontiers. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? J'en pense que la notion d'exception, si on veut que les exceptions se développent, ce qui est très important, c'est de relier cette notion d'exception à la notion d'initiative, comme tu viens de le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des moments où ça se passe mieux, où il y a le pouvoir, où les murs ont moins de pouvoir, mais c'est une initiative que vont prendre les gens, mais ils vont prendre ces initiatives parce qu'ils sont en relation. L'initiative, c'est derrière l'initiative de faire des choses différentes, c'est rentrer en relation avec l'autre. Et pour moi, ce qui fait fructifier les exceptions, c'est de passer dans le registre de l'intentionnalité et pas rester simplement dans le registre de l'action. Parce que c'est en passant dans le registre de l'intentionnalité qu'on rentre dans cette dimension d'initiative. Oui. On prend toujours des initiatives dans l'intention d'eux. Tu vois, la dimension intentionnalité et du côté de l'initiative. Et pas simplement de l'action opératoire. Et derrière l'intention et l'initiative, il y a donc la relation. Et observer comment l'intention comment on appelle ça, des règles d'isolation, comment on appelle ça, j'ai un trou. Le confinement. Oui, mais le confinement, il faut aussi de la distance
La distance, ouais. La distance Social. Sociale. sociale. Ils appellent la Voilà. distance sociale. Et quel est le paradoxe? Qu'est-ce que ça mène en retour? Ce principe généralisé de distanciation, voilà, de distanciation sociale, pour éviter de contaminer l'autre ou d'être contaminé par l'autre, amène de plus en plus, au fur et à mesure que ça se déroule, une redécouverte de la nécessité du contact corporel. C'est quand même extraordinaire. Ça, je trouve. Comme tu dis, c'est extraordinaire. Et cette redécouverte, de mon point de vue, plus le temps va passer, plus j'ai du mal à imaginer que cette redécouverte va tellement avoir impacté, dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce que ça amplifie aussi l'isolement chez les gens déjà isolés. Euh, et avec toute la dimension de gravité que ça peut prendre dans un deuxième temps. Et j'ai du mal à imaginer que cette redécouverte, qui est une redécouverte qui est ancrée dans l'affect, qui est ancrée dans le corps, va rester sans effet. Pas de manière immédiate peut-être, mais sans effet dans le temps. Ça me semble impensable. Même Est-ce si que, ça peut passer par une parenthèse de rigidification. parce que c'est quelque chose qui a été expérimenté, qui a été vécu, qui a été validé par les gens. Oui. Et donc, on ne peut pas faire, ça n'est pas existé. C'est pas une représentation mentale, c'est une expérience. Les représentations, on peut les oublier. Le reste, ça reste présent. Alors, je me permets de vous poser une question, moi directement. Est-ce que vous faites référence à Bertrand Vergely, que vous connaissez tous les deux et que vous Ouais. connaissez, quand parler de l'extraordinaire, c'est l'ordinaire qui devient extraordinaire et parce qu'il fait référence à l'émerveillement. Est-ce que finalement, sans vouloir, est-ce que c'est un moment d'émerveillement que nous sommes en train de vivre? Eh bien, je le crois que ce n'est pas un moment d'émerveillement que nous sommes en train de vivre, mais que ça crée les conditions pour que des gens fassent l'expérience de l'émerveillement et qu'ils découvrent que cette expérience de l'émerveillement n'est pas dans l'exceptionnel ou l'extraordinaire en dehors de l'ordinaire, mais que c'est l'extraordinaire qui prend l'assise dans l'ordinaire. Et que cet ordinaire, tout d'un coup, devient tellement sur le devant de la scène qu'il devient extraordinaire. Et c'est là où est le pont entre le singulier et l'universel, c'est-à-dire entre l'individu et le collectif, de mon point de vue. Tu voudrais dire quelque chose? Non, non, tout à fait d'accord. Et je me dis, si Bertrand Vergely t'écoutait là, il boirait du petit lait. Ok. Et j'ajouterais quelque chose, et c'est pour ça que il y a vraiment quelque chose je trouve, de fascinant dans ce qui est en train de se dérouler, même si il y a évidemment énormément de tristesse. Et pour moi, comme je l'ai dit déjà au dernier webinaire, si je me connecte à mon père qui est en EHPAD, c'est plus la tristesse de ne pas pouvoir lui dire au revoir si jamais il part que le fait qu'il parte. C'est ça qui est vraiment terrible. Et, 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 euh, et, euh, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il y a de merveilleux dans ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est que justement, on redécouvre dans, dans ce vide, j'allais dire relationnel et matériel dans lequel on est plongé, on redécouvre la valeur des petites choses qui touchent et l'importance de toucher, d'être touché par l'autre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de. Excusez-moi, je vais dire quelque chose de redondant, mais je trouve que c'est extrêmement touchant et que ça nous amène à partager aussi ces moments ensemble et quelque chose d'extrêmement touchant. En tout cas, qui me touche. Julien, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric. Pour moi,
si j'avais quelque chose à dire en plus sur ce qui a été dit, c'est en se projetant dans l'avenir, aujourd'hui on pourrait se dire, si on se projette dans l'avenir et on se retourne un peu, on se voit, je sais pas, dans un an, et on se dit, qu'est-ce que, par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, à ce qu'on dit, qu'est-ce qui finalement a pu qu'est-ce qui a pu se développer, qu'est-ce qui a grandi, qu'est-ce qui ne s'est pas développé, et percevoir qu'il y a finalement peut-être beaucoup plus de choses qui vont émerger qu'on ne perçoit pas aujourd'hui, Oui. qu'il y en aura. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, on a essayé de réfléchir sur ce qui pouvait émerger, mais il y a plein d'autres choses qui vont émerger qu'aujourd'hui, on ne pense pas. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en soi. Juste pour ce qu'a dit Eric avant là, sur la question de la mort, hein, par rapport à ton papa et puis par rapport au fait de ne pas pouvoir l'accompagner. Évidemment, la question de la mort, on en a parlé ensemble puisqu'on a un ami qui est décédé récemment, que vous connaissez peut-être, François-Xavier Pouda, qui est psychiatre et qui a été, avec qui on a beaucoup travaillé, quelqu'un qu'on apprécie, qui est décédé récemment. Et ce qui est vraiment douloureux avec un décès actuel, c'est qu'on n'a pas pu, quelque part, il n'y aura pas d'enterrement, ce sera après. Il n'y a pas cette possibilité d'accompagnement et d'être présent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de douloureux et de pénible. Oui. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lire ses livres. Il écrit pas mal de livres chez Masson. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, tous les deux. Tout à fait. Et donc, on lui rend hommage. Hein. On lui rend hommage. Je ne sais pas combien de temps il reste. Quelques minutes, à peine. Je voulais dire quand même qu'il y a le dernier numéro d'Hypnose et Thérapie Brève qui est sorti, qui est celui-là, qui est le numéro 14, et dans lequel il y a des articles sur l'HTSMA d'Éric. Il y a Véronique aussi qui a écrit un article sur l'HTSMA et le dermato, qui est de très bonne qualité. Donc, lisez ce numéro, qui est un numéro sur la dépression. Hein. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner rapidement. Voilà. Alors, vous n'avez pas le temps de les lire et c'est normal, hein, mais il y a beaucoup de retours, de commentaires qui sont faits aussi. Et tout simplement, je lis le dernier, vous voyez, ça résume bien. Merci pour ces moments d'exception. Hein. Bien sûr, on parle de ce qui est en train de se passer là maintenant. Merci. OK. Et ces remerciements, on peut vous les adresser directement, Eric et Julien. Merci. Voilà. Puisque là, nous approchons de la fin, peut-être est-ce qu'il y a peut-être un mot ou quelque chose que vous souhaitez partager pour terminer aujourd'hui? Je dirais que quand je parle d'être touché au niveau du corps, dans le corps à corps, évidemment, le corps en relation, on va peut-être découvrir ou redécouvrir que notre organe principal est le cœur avant d'être le cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, toucher, c'est toucher au niveau du cœur et que les choses ne peuvent se construire dans la confiance et tenir dans le temps que quand cette dimension-là est présente et que c'est ce qui fait toute la richesse, de mon point de vue, de l'humain. Julien? Je peux rester sur le même mot, la richesse de l'humain. C'est retrouver la richesse de l'humanité dans sa diversité et qu'une des voies pour trouver la richesse de l'humanité dans sa diversité, c'est cet esprit d'enfance qui nous permet d'être en relation. Oui. Très bien. Donc, pour terminer, on peut encore une fois remercier Eric Bardot et Julien Bedbez de la teneur et du haut niveau de ces échanges, des interventions qui sont à la fois, je veux dire, précis et en même temps, voilà, on sent beaucoup enfin je le dis, voilà, avec beaucoup de sincérité. Donc merci à vous.
vous rappeler. Avancer le prochain webinaire? Oui, alors sur des choses enfin, des informations. On vous rappelle déjà, que je le répète, ce webinaire sera disponible en replay voilà, très très prochainement, est en accès public, donc vous pouvez évidemment le diffuser. La question a été posée en direction de vos réseaux si vous pensez que ça peut être utile. Et puis, vous rappelez aussi que le prochain webinaire aura lieu donc vendredi prochain, vendredi 24, à la même heure, 10h30. Et donc, il sera animé cette fois-ci par Eric et par moi-même. Le thème sera entre crise sanitaire et crise sociale, quid du soin? Quelle place pour nos relations futures? Voilà. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt. Et puis, Stéphane, oui, est-ce que tu peux dire aussi que le webinaire d'après sera exceptionnellement le jeudi alors, 30 le matin et non pas le 1er mai? voilà. Bah, alors, donc, comme vient de le dire Eric, le prochain webinaire sera le jeudi 30 et pas évidemment le vendredi 1er, qui est un jour, qui sera un jour férié. Mais toutes ces informations, on va de nouveau vous les transmettre par mail aussi, sur forme de newsletter. Voilà. Bien, on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à très Et bientôt. merci à vous tous et à vous Merci toutes. encore. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.